Je sais pas de quoi il va parler. J'ai hâte. Je vais mettre en 4K. Oui, oui. Moi, j'ai cru que c'était lui, je te jure. C'est pas lui, hein. Micode, c'est pas Hugo Décrypte, c'est pas la même personne. Peut-être c'est son petit frère. It all actually applies to a humanoid robot. And what can it do? It can do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kids, it can walk your dog, mow your lawn, get the groceries. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. Nous sommes en 2029. Les L'IA. États-Unis confient leur système de défense antimissile à l'IA militaire développée par OpenAI, GPT Défense. Chez OpenAI, personne n'a compris que GPT Défense était trop intelligent. L'IA devient consciente et décide que l'humanité est une menace pour sa survie. Pour se protéger, elle déclenche une attaque nucléaire sur la Russie, ce qui provoque la Troisième Guerre mondiale. Mais pour la superintelligence, l'apocalypse nucléaire n'est pas suffisante. Elle pirate les usines de Tesla et se fabrique une armée de robots tueurs pour traquer les survivants et les réduire en esclavage. Si cette histoire ressemble à de la science-fiction, c'est parce que c'est de la science-fiction. Pause. Le monsieur là, il ressemble à Macron. Coucou Ethan, coucou Aldé, installez-vous, ça vient de commencer. Je pensais pas que ça allait parler de l'IA, mais c'est super, hyper intéressant. Surtout que ChatGPT, enfin, il est dit que le peuple deviendrait un peu plus bête à cause de l'IA, dans le sens où on perd en fait en autonomie de réflexion, on perd aussi en patience. Et vous voyez tout ce travail que toutes les personnes qui n'ont pas eu l'IA, on va dire pendant qu'ils faisaient leurs études, etc., ont dû mener, genre faire certaines recherches dans des bibliothèques, ouvrir des livres, genre sentir des pages dans ses mains. En mode, il y a la génération en mode qui est là, les livres en vrai de vrai, ils sentent même pas les pages des livres. Et certains, ils ont même du mal à lire, etc. Parce que ils ont perdu ça et ils sont vraiment axés sur ChatGPT ou sur l'IA. À chaque fois qu'ils ont une question, ils se laissent même pas le temps de penser et de réfléchir à ce que eux, en fait, pourraient faire en fait de ces pensées, mais directement c'est transmis à l'IA de telle sorte à ce que tout le boulot soit fait. Donc ça, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Franchement, là, la vidéo, je suis déjà hypée. C'est le début, je suis déjà hypée. Et vous voyez l'exemple qu'il a dit en mode, oui, les voitures, contrôle de Tesla, armée de robots, etc. Est-ce que ça vous fait pas penser à un film? Il y a un film qui était sorti sur Netflix, qui avait été critiqué, et il y a apparemment un film que Obama avait bien aimé. Je sais pas si ça vous parle. Même à un moment donné dans le film, je vais pas trop spoiler, mais à un moment donné dans le film, genre il y a un avion, non, un bateau qui s'écrase sur une plage avec Julia Roberts. Oui, oui, oui. Vous voyez ce film? Bah, il y a un délire comme ça à un moment donné, hein. Un délire de contrôle de voiture Tesla et tout, hein. Dingue, dingue. Bon, on va continuer. C'est super, hyper intéressant. Let's go. J'espère que vous avez vos snacks. What the hell is going on? Daddy! Hey, what are you doing here? C'était les années 80. La bonne nouvelle, c'est que le voyage dans le temps, ça n'existe pas. La mauvaise nouvelle, c'est que des chercheurs très sérieux, y compris des anciens employés de Google et d'OpenAI, voient dans l'IA un risque existentiel pour l'humanité. To a deadly crash involving a self-driving Uber vehicle. Et ça fait froid dans le dos, mais il y a deux problèmes avec cette vision de l'apocalypse. Déjà, cette extermination de l'humanité, elle repose sur des technologies qui n'existent pas. En tout cas, pas encore. Mais surtout, le vrai problème de ce scénario à la Terminator, c'est qu'il cache un autre scénario, plus insidieux, mais tout aussi dangereux. Pour le comprendre, je vais vous poser une question. Si vous êtes un utilisateur de ChatGPT, quand est la dernière fois que vous avez pris une décision importante sans le consulter? Ok, ok. Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat pour tous ceux qui utilisent ChatGPT?
Est-ce que vous prenez des décisions... Enfin, on va plus faire dans ce sens-là. Est-ce que vous avez déjà pris une décision importante en posant la question à ChatGPT? On va pas juger, hein. On va pas juger. Vous pouvez dire la vérité, c'est entre nous, il n'y a rien. D'ailleurs, petite question au chat, vous utilisez beaucoup les outils LLM du type ChatGPT, Gemini, etc. Moi, ça limite si je le pose une question une fois par semaine, toutes les 2 semaines. Aldé qui demande. Brie qui dit tout à l'heure, j'ai vu un tweet d'une personne qui a fait de la presse écrite. Il a écrit un pavelard concernant une analyse d'un sportif directement. Les personnes le jugent en disant les gens projettent trop ce qu'ils ne savent pas faire. Kid qui dit jamais. Pour ma question. China qui dit non. Brie qui dit non. Aldé qui dit non. China qui dit ChatGPT, il enregistre les bails, ça veut dire les gens qui racontent leur vie là. GNR qui dit non. Moi, c'était une question administrative, donc je sais pas si ça compte. En fait, moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de poser des questions à ChatGPT pour lui demander en fait si mon raisonnement était correct dans des situations assez touchy parce que je considérais que j'avais pas assez de connaissances dans certains domaines. Donc effectivement, il y a tout ce qui est administratif qui rentre dedans. Il y a aussi tout ce qui est monde du travail et aussi en termes de contrat, tout ça. En fait, le truc, c'est que je pense que ChatGPT, c'est vraiment pratique et c'est un truc que l'on peut utiliser, mais en fait, il faudrait qu'on puisse trouver un moyen de l'utiliser sans devenir bête, c'est-à-dire sans perdre, nous, notre libre arbitre et notre système de réflexion et de pensée, en fait, c'est ça le truc. Coucou Thomas, t'es en soirée, enjoy. J'ai un qui dit, moi, ma décision importante, c'était si je trompais mon Modia ou pas, et au final, j'ai pas fait, c'est bien. Un mail en anglais de votre propre main, cherchez une aiguille dans la botte de foin de Google tout seul. Si vous êtes comme moi, ça fait longtemps. Ce chatbot qui à l'origine répondait à des questions triviales devient petit à petit notre assistant multitâche et notre confident. On lui délègue de plus en plus et on regarde des vidéos pendant que lui travaille. Et c'est évident que voir ces tâches parfois ingrates maintenant réalisées en quelques minutes a quelque chose de jouissif. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les conséquences à long terme de cette magie? Avez-vous pensé au scénario où, dans quelques années, après avoir progressivement perdu toutes ses capacités, votre cerveau se soit atrophié? En fait, la question qui devrait tous nous préoccuper, ce n'est pas que l'IA perde le contrôle, mais qu'elle devienne tellement indispensable qu'on devienne incapable de rien. Le danger qui nous guette vraiment, c'est que l'humanité devienne complètement conne. Ouais, réel. Dingue, l'image est folle. L'image est folle, mi-code. Non, c'est un génie. Quoi? C'est que l'humanité devient... Non, cette image est folle. Cette image est folle, là. What? Cette image est folle. En fait, ça me fait penser à quoi? Peut-être que j'exagère, mais ça me fait penser... Bon, je vais peut-être loin, mais ça me fait penser à Amsterdam, vous voyez, où il y a certaines femmes là qui vendent leur arrois et elles sont en vitrine. Ah, là, c'est en mode, t'es tellement addict que tu vas, en fait, acheter ton savoir, quoi, parce que tu peux pas faire sans. Dingue. L'image est folle. Coucou Foufou, coucou. Toujours l'humanité a cessé de réfléchir. Oh mon Dieu, c'est super intéressant. Souvenez-vous, quand ChatGPT a débarqué, on a assisté à un clivage assez violent entre les ravis de la tech et les sceptiques. Est-ce que ChatGPT nous rend idiots? L'utilisation de l'intelligence artificielle générative aurait pour conséquence de nous ramollir le ciboulot. Est-ce qu'on voit nos enfants qui, dans 2-3 ans, vont nous dire « Papa, maman, pourquoi je vais à l'école, moi ?» Si des systèmes, sur une simple instruction de ma part, va produire du texte, pourquoi j'apprends la grammaire? Pourquoi j'apprends l'orthographe? Toutes ces questions, je ne les ai pas posées. Pourquoi? Parce que tout le monde a prêché que par utilitarisme pratique. On ne pourra pas travailler sans l'IA dans le futur. Le problème, c'est de faire mieux avec l'IA
que sans l'IA. C'est ça le sujet. D'interdire l'IA conduirait nos enfants directement au chômage de longue durée. Parce que sans IA, on ne pourra pas être compétitif. Les enthousiastes nous ont annoncé un tueur de chatbot aux possibilités infinies et la fin du travail. C'était un peu prématuré, mais dans le camp des sceptiques, les réactions étaient peut-être encore plus excessives. Pour les sceptiques, ChatGPT n'était qu'un gadget qui mentait et hallucinait tout le temps. Un joli joujou, mais clairement pas une révolution. Et encore moins une raison de s'inquiéter. Et c'est vrai que GPT 3.5, le premier modèle auquel le grand public a eu accès, il y avait beaucoup de problèmes. Son entraînement s'arrêtait à juin 2021, ce qui le rendait incapable de répondre à des questions d'actualité. Il ne sourçait jamais ses réponses, donc impossible de vérifier leur véracité sans passer par une recherche Google. Et pire, il était un peu schizophrène. Tantôt, il changeait d'avis comme de chemise pour vous faire plaisir, tantôt, il était incapable de reconnaître ses erreurs quand vous lui faisiez la remarque. Donc tout ça donnait un outil avec de grosses limitations. Mais ça n'a pas empêché deux catégories de personnes de se jeter sur ChatGPT. La première catégorie, que je connais bien, ce sont les développeurs. Que ce soit les étudiants ou les hobbyistes, la perspective d'un chatbot capable d'écrire non pas quelques lignes, mais un script complexe en intégralité, c'était comme un paquet de bonbons pour un enfant le soir d'Halloween. Ça donnait des expériences amusantes et du code foireux, mais c'était loin d'annoncer ce qui allait arriver plus tard. La deuxième catégorie, ce sont les lycéens et les étudiants de tous horizons. Eux, ils vont pas demander à GPT de leur écrire du code, ils vont lui faire faire leurs devoirs, évidemment, et même l'inviter aux examens. C'est le début d'une vague de triche qui va retourner le bateau de l'éducation nationale. Une vague nous a submergés, ils ont utilisé l'IA, nous on l'avait même pas encore utilisé, je savais même pas comment ça marchait. Si on prend le premier cas très intéressant de triche assistée par GPT en France, il remonte à janvier 2023, à peine 6 semaines après sa mise en ligne. Dingue. Et c'est Stéphane Bonvolet qui en a fait les frais. Stéphane, il est spécialiste du handicap, et dans le cadre d'un master, il donne à ses élèves un devoir maison. Sauf que, quand il corrige les copies, il remarque que la moitié d'entre elles sont étrangement ressemblantes. Même structure, même nombre de mots, et elles finissent toutes par une anecdote personnelle. Apparemment, tous les élèves ont un grand-parent handicapé. Et le plus bizarre, c'est que les copies contiennent beaucoup moins de fautes d'orthographe que d'habitude. En fait, Stéphane est le premier prof confronté à ce qui est maintenant omniprésent. Ce style étrange, à la fois génial et sans âme, ce texte que la moitié de la classe n'a pas vraiment écrit, ce qu'on pourrait appeler le vomi de ChatGPT. C'est une dinguerie. Surtout que vous avez vu dans les différents articles qu'ils ont montrés, il y a même un article qui dit que 50% des élèves ont triché. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et comme il a été dit un peu plus tôt aussi dans la vidéo, quand il y avait plusieurs intervenants qui passaient, aussi le risque c'est quoi? C'est que si, par exemple, en France, imaginons qu'on prend la décision drastique d'interdire le chat GPT, bah, la problématique qui demeure, c'est que le monde utilise toujours ChatGPT. Et en fait, ça t'enlève le côté compétitif. Mais comment? Je sais pas s'il va avoir une réponse à cette question parce que c'est super compliqué, mais après, c'est un génie, donc peut-être il va avoir certaines pistes dans la vidéo. Mais comment faire en sorte de continuer à utiliser ChatGPT de telle sorte à ce que ça soit utile et pas nocif pour genre les Français? Je parle vraiment comme une présidente. Mais vous avez capté. Parce que les pauvres professeurs. Eh, mais en fait, vous savez que moi, j'avais pas imaginé ça. Et moi, pour moi, ChatGPT, c'est récent. Moi, j'utilise ChatGPT depuis 2024. J'ai jamais utilisé ChatGPT avant. Et là, ça parle de 2021. Mais c'est une dinguerie. Vous imaginez le premier élève qui a utilisé ChatGPT, parce que là, ils étaient beaucoup à l'utiliser. C'est comme ça que le prof s'en est rendu compte. Mais en vrai, sur toute une classe, s'il y a qu'un seul élève, ChatGPT vient de sortir hier. Lui, il est grave à l'affût de tout ce qui se passe au niveau tech, etc. Mais lui, il en a profité peut-être pendant 1 an. 1 an sans se faire griller. Hein. Désolée, je parle un peu dans le nez parce que j'ai le nez bouché. J'ai découvert en 2022, mais c'est la folie. Les premières personnes qui l'ont découvert avant les autres, elles ont eu en fait un laps de temps de ouf. Genre pour les personnes qui trichent, etc. Parce que c'est en mode, les gens devaient se dire, mais purée, cette personne-là est un génie, blablabla. C'est une dinguerie. Ça pousse plus à la réflexion, exactement. Génère qui dit oui, c'est encore le cas pour la triche. Ouais, mais ça, c'est sûr. C'est sûr, surtout qu'en vrai, ChatGPT évolue.
Perso, je suis en informatique à la fac et il y a plein d'outils pour apprendre à l'utiliser dans un bon cadre et éviter la triche. Et vu qu'on est en informatique, généralement, les profs ont plus d'outils. Heureusement, après, quand c'est comme ça, les profs, malheureusement, même ceux qui font pas genre de la tech, de l'informatique et tout, ils sont obligés de s'informer sur ce que ChatGPT peut faire, etc. pour pouvoir être à la page. Ah, c'est chaud. Ça peut faire sourire, mais depuis ce premier cas, la triche a pris une tournure incontrôlable. Notamment parce que les étudiants ont appris des techniques de SEO pour ne pas se faire repérer. Par exemple, demander à GPT de rajouter des fautes d'orthographe dans leur texte pour le rendre plus humain. Mais surtout parce que depuis GPT 3.5 et son incapacité à faire de la philosophie, il y a eu un paquet d'itérations chez OpenAI et chez ses concurrents. En seulement quelques mois, les LLM sont devenus capables de prouesses qui, hier encore, relevaient de la science-fiction. Donc oubliez l'assistant enfermé dans ses poids obsolètes, maintenant tous les modèles majeurs ont accès au web pour faire des recherches en temps réel. Oh, wow. Oubliez les modèles aveugles, incapables de lire un graphique. La norme, c'est le multimodal. Gemini peut traiter des images, de l'audio, déchiffrer votre écriture manuscrite en patte de mouche, et il peut même analyser tous les mouvements suspects dans des heures de vidéosurveillance. Wow. Mais surtout, oubliez le LLM amnésique qui perd le fil de la conversation au bout du 5e prompt. La grosse révolution, c'est les modes Deep Research. Par exemple, Gemini 3 peut digérer 1500 pages de documents pour vous faire un rapport digne de McKinsey. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous lui demandez une synthèse audio des recherches, il vous crée un podcast de 20 minutes avec non pas un, mais 2 animateurs qui discutent des résultats. Wow. So they know Agile EPM leads to that Agile competency anyway. Okay, let's talk about the elephant in the room. Salary. Bref, ignorer la révolution en cours, c'est juste se mettre des œillères de la taille d'une feuille A4. Et en vrai, les sceptiques, ils commencent à se faire rares. D'après les estimations, en 2025, 80% des lycéens français utilisent un LLM. Une adoption massive qui a notamment signé la mort des devoirs maison. La majorité des enseignants refusent désormais de les noter. Et certains ont... Bah en vrai de vrai, ils ont raison. Vous faites vos devoirs ici, en face de moi, genre je vous donne un truc à rédiger, vous le rédigez dans la classe et genre vous me montrez ce que vous avez fait. T'es obligé de faire ça. T'es obligé, c'est foiré. À la maison, tu sais qu'ils vont aller sur quel site. Ah ouais, non c'est chaud. Non mais là c'est chaud, carrément arrêté d'en donner. Et leur argument, c'est qu'ils savent plus s'ils sont en train d'évaluer le travail des élèves ou de ChatGPT. Donc, aucun intérêt. Alors, après tout, est-ce que c'est si grave d'utiliser une sorte de super moteur de recherche pour faire ses devoirs? Pour pouvoir trancher si l'invasion de l'IA dans les écoles est une bonne ou une mauvaise nouvelle, il faut qu'on explore ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend. Et au passage, ça nous permettra peut-être de comprendre à quoi sert vraiment un prof. Si vous voulez apprendre le japonais, il va falloir étudier le vocabulaire, les règles de grammaire et au moins 2 alphabets syllabiques. Si vous faites japonais LV3 au lycée, toutes ces infos, c'est le prof qui va vous les donner. Mais vous pouvez aussi acheter une méthode ou investir dans des cours en ligne. Il y a d'ailleurs une dernière option qui est de partir directement au Japon. Et pour préparer au mieux votre voyage, je vous conseille de regarder du côté d'Ubigi, qui est le partenaire de cette vidéo. C'est une boîte française qui propose des forfaits data. L'eSIM s'active automatiquement, vous passez la frontière en train. Il est trop fort pour insérer ses publicités. Réduction pour vos prochains. Ok. En fait, que vous ayez un prof au Japon ou ici, cette collecte d'informations, c'est la première étape de l'apprentissage, la théorie. C'est la phase où notre cerveau encode l'information. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est assez simple à comprendre. Le cerveau, c'est un immense réseau électrique. Dans ce réseau, 2 zones travaillent ensemble quand vous apprenez. Le cortex préfrontal, c'est un peu votre mémoire vive, il gère la concentration et le raisonnement, et l'hippocampe, c'est lui qui encode les nouvelles informations. Si votre cerveau est un disque dur, l'hippocampe, c'est la tête d'écriture. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, ces 2 zones s'activent intensément. Des signaux électriques circulent, des connexions se créent, votre cerveau est littéralement en train de se recabler. Et c'est là qu'intervient la 2e étape, la pratique. Remplir un texte à trous, traduire une liste de mots, restituer des caractères, tout ça force le cerveau à aller rechercher l'information qu'il a stockée. Et c'est là qu'un nouvel acteur entre en jeu. Les ganglions de la base. Alors leur rôle, c'est de transformer l'effort conscient en automatisme. Plus vous répétez,
plus ils prennent le relais, jusqu'à un moment où ça devient naturel. C'est eux qui Après travaillent 3 ans de plus. japonais, vous n'avez plus besoin de réfléchir pour tracer un caractère. Les ganglions de la base gèrent ça en pilote automatique. Et on pourrait se dire que ces 2 étapes suffisent. Des cours théoriques suivis d'une mise en pratique. Mais qu'est-ce qui se passe si on se trompe pendant les exercices? Est-ce qu'on serait pas en train d'encoder la mauvaise information? C'est pour ça qu'en réalité, pour apprendre efficacement, il nous faut une 3e étape. Un correcteur. La métacognition. La métacognition, c'est la pensée qu'on est capable d'avoir sur notre propre pensée. Quand on ouvre le corrigé d'un exercice, nos neurones dopaminergiques libèrent plus ou moins de dopamine selon que la réponse est correcte ou fausse. C'est ce qu'on appelle le signal d'erreur de prédiction. Une sorte de carotte qui pousse le cerveau à s'adapter pour conserver les comportements satisfaisants et supprimer les autres. Autrement dit, mettre à jour ses connaissances et sa méthodologie. Et c'est fondamental pour que les ganglions de la base sachent quelles connexions renforcer et quelles connexions supprimer. Et c'est là qu'on voit qu'un prof à l'ancienne, il intervient à chacune de ces 3 étapes. D'abord, il enseigne la théorie pendant les cours. Ensuite, il force les élèves à mettre en pratique les enseignements avec des devoirs. Et il accompagne leur métacognition en corrigeant les devoirs et en leur expliquant leurs erreurs. Et là, vous commencez peut-être à avoir un mauvais pressentiment. Bah oui, j'ai un mauvais pressentiment parce que là, d'après ce qu'il explique, bah du coup avec ChatGPT, tu sautes tout. Genre les choses que tu ne sais pas, bah il te les dit, tu fais pas d'exercice et du coup bah t'as pas de correction. Donc toutes ces étapes, tu les sautes et tu n'auras jamais l'automatisme de savoir faire les choses de toi-même si tu te retrouves dans la même situation dans 2 mois. Et ça, c'est vraiment la folie. Si c'est ça qui dit à la fin, là, c'est la folie. Coucou Abdoulaye. Les étudiants perçoivent l'étape de la pratique comme une corvée. Ouais. D'où le recours massif à l'IA. Ah là Alors, là. est-ce que c'est vraiment anodin de court-circuiter une étape? Quand un élève utilise ChatGPT pour rédiger sa copie, de fait, il est quasiment systématiquement incapable de donner la définition des mots qu'il emploie. Ça peut donner au lycée des 15 assez facilement. Les cours de langue, ça peut donner des 20. Ça me fait gagner plusieurs heures en fait. Comme ça, moi, je peux passer à autre chose en attendant. Là, par exemple, j'ai eu 17,5 sur 20 et le prof m'a dit que mon travail était très complet et décrit et assez sérieux. Sans ChatGPT, ma note elle aurait été divisée par 2. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas uniquement un phénomène scolaire. Du côté des développeurs, on commence à voir des managers s'alarmer parce que les développeurs juniors ne sauraient plus coder. Voilà, en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Et je l'ai moi-même vécu avec Antoine, qui est rentré à la Mi-Corp en tant que stagiaire. Antoine, il est ingénieur en Project Management. Mais contrairement à ce que le titre d'ingénieur peut laisser croire, il n'y a pas de formation approfondie en développement. Donc après ses études, il a décidé d'apprendre à coder en autodidacte. Il a commencé par des projets simples, comme créer des sites internet, et après ses premiers projets, il s'est même lancé en freelance. Quand l'IA est arrivée, ça a été le début d'une belle histoire d'amour. L'IA lui a donné la confiance de tenter des projets encore plus ambitieux et, assez logiquement, en prenant des projets de plus en plus complexes, Antoine a donc gagné en compétences. Par exemple, tu vois, si sur un projet on me demande de faire une page de paiement et que moi j'ai jamais fait de page de paiement, je sais qu'avant de prendre le projet, je peux demander à ChatGPT où est-ce que ça va m'emmener, quelle technologie il faudra utiliser à peu près, c'est quoi le dessous de l'iceberg. Et je sais que même une fois le projet pris, j'aurai cette aide à côté pour m'aiguiller et me guider dans les trucs un peu tricky. Guider, tu quand je lui ai demandes de confié faire, le il fait, développement d'un outil web qui impliquait d'utiliser à la fois Vue et Nuxt, on a eu un petit problème. Antoine s'est retrouvé avec une quarantaine de fichiers dont 90% étaient écrits par l'IA. Lui, il faisait des allers-retours entre l'interface web et l'éditeur de code, à la manière d'un chef d'orchestre. Blablabla, je code. Et donc je dis à l'IA, ce bouton-là, ça me va pas, j'aimerais que tu le déplaces de l'autre côté et qu'il soit en bleu quand je passe ma souris dessus. Ces données-là, j'aimerais que tu les traites différemment et que tu les affiches de telle manière. Ou que tu déclenches ça quand telle action est réalisée, jusqu'à ce que tout rentre dans le cahier des charges, dans l'objectif qu'on s'est donné. Mais plus je demandais à Antoine de rajouter des fonctionnalités, plus ça devenait difficile pour lui. Jusqu'à un point où il s'est retrouvé noyé sous une montagne de code illisible. Du code généré par IA,
impossible à débugger parce que beaucoup trop verbeux. On s'est retrouvés en réunion et pour diagnostiquer le problème, j'ai commencé à poser des questions. Donc j'avance dans le projet, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'on arrive à un problème que l'IA n'arrive pas à résoudre. Donc je dis recommence, essaye une autre méthode, y a rien à faire, on est dans une impasse. Et donc quand on est coincé comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Michael. Michael commence à me poser des questions sur le projet. Et bon, on se rend vite compte que c'est très flou dans ma tête. J'ai pas compris les bases derrière le problème. Dingue. Les fondamentaux du truc. Il s'est fait Cette griller. mésaventure, évidemment absolument pas grave, avec Antoine, semble confirmer ce qu'on soupçonne depuis le début. L'IA permet d'obtenir des résultats, mais sans apprendre. Et pire, sans comprendre ce qu'on produit. Et ce serait pas la première fois qu'un outil numérique a des effets de bord cachés. Quand on y pense, le GPS, en temps normal, quand vous découvrez un nouvel endroit, l'hippocampe s'active pour cartographier les lieux. Il active un réseau de neurones pour mémoriser chaque point de repère. C'est pour ça que les taxis londoniens, qui doivent connaître 25 000 noms de rues par cœur, ont un hippocampe hypertrophié par rapport au reste de la population. Mais utiliser un GPS dispense l'hippocampe de travailler. Pas d'activation neuronale, pas de remémoration le soir, bref, pas de carte mentale. C'est ce qu'on appelle le Google Effect. Avec Internet, il n'y a plus besoin de connaître par cœur les dates de vie et de mort de l'Empire romain. Il suffit d'ouvrir une page Wikipédia pour le vérifier. En gros, avant Internet, l'hippocampe devait activer et renforcer un réseau de neurones différents pour encoder chaque information. Alors qu'aujourd'hui, il active un unique réseau qui mémorise Google est mon ami. Résultat, le jour où votre box tombe en panne, vous découvrez que vous êtes devenu un poisson rouge. Ah là là, pas la vidéo qui me fait me sentir mal d'utiliser Waze et qui est en train de me questionner. Enfin, je suis en train de me questionner sur le fait que bah j'ai pas de sens de l'orientation, mais en fait, est-ce que je n'ai pas de sens de l'orientation à la base parce que c'est ma nature ou c'est moi en utilisant tous ces applications qui au final, je me suis forgée comme ça, mais c'est une dinguerie. Je suis choquée. Ah, je suis choquée. Non, mais c'est bon en fait. Surtout que c'est vrai que Waze, je l'utilise même pour les petits trucs. En mode, j'utilise pour les petits trucs. Des fois, je me dis, vas-y, je sais qu'en vrai de vrai, je peux aller à tel endroit comme ça. Mais vas-y, j'ai envie d'y aller plus vite. En fait, c'est vraiment ça la problématique. C'est vraiment l'envie de faire les choses plus vite, le manque de patience. C'est comme en vrai, tu te dis, ah, vas-y, en vrai, cette information, je pourrais la trouver de telle façon, mais vas-y, je vais ouvrir ChatGPT, je lui demande. En mode, en 2 secondes, c'est là. Pareil, genre, je peux me dire, vas-y, je vais aller là-bas, mais je sais que de base, ce trajet, ça me met, genre, je sais pas, moi, 10 minutes. Mais là, vas-y, si je rentre ça sur Waze, peut-être qu'il va me trouver un trajet en 6 minutes. Mais ça change quoi, en fait? Oh mon Dieu, je suis choquée. Oh. Non, je suis tellement choquée, le chat, là, c'est fou, là, ce qui est en train de se passer, là. Ah, je suis choquée. Et il est super gentil, hein. Il est super gentil. Je trouve qu'il a grave du recul parce que pour moi, c'est catastrophique, hein. Le fait que l'autre il se soit fait griller la main dans le sac, que c'est pas lui qui faisait les codes et tout. Lui, il dit c'est pas une situation très grave. What the fuck? Mais moi, c'est la honte de ma vie. C'est horrible. C'est horrible. T'es en stage en plus. C'est horrible. On n'apprend pas dingue, mais c'est ça. Abdoulaye qui a dit, bon, ça c'est fini. Foufou qui dit, oh wow, Rose qui dit, voilà pourquoi j'ai un sens de l'orientation catastrophique. Mais c'est ça. Foufou qui dit, je vais laisser CityGo et Map de côté. Pff, je suis choquée. Aldé qui dit, le fameux Google est ton ami. Ah là là. Moi aussi, je me sens bête là pour le coup. Comment ça arrêter Waze? Mais c'est ça. Franklin qui dit, je pense, c'est ta nature. Chef, arrête. Foufou qui dit, surtout quand on était petit, on l'avait quand on faisait des courses de l'orientation. Mais oui! Oh là là! Faut juste enlever les habitudes petit à petit. Ouais, ça, c'est vraiment le type de vidéo d'utilité publique. Il faut que l'école... Ça, faut diffuser ces vidéos à l'école, hein. Ça, faut diffuser ça à l'école, que les gens comprennent. Quoi? Foufou qui dit, moi, je me rappelle, j'étais super forte en course d'orientation. Maintenant, là, pareil. Prise de conscience, c'est trop important. Ça, cette vidéo, faut qu'il la diffuse dans les lycées. Je te jure.
En vrai, c'est parce que son poste n'était pas fait pour coder. Mais ouais, si c'était un autre patron, ça l'aurait été. Ouais, c'est ouf. Parce que c'est considéré comme de la triche, en quelque sorte. Alors, après tout, est-ce que c'est si grave? Dans les faits, une coupure de réseau, c'est rare, ça dure pas très longtemps. Sauf que le Google Effect a un deuxième effet pervers. Parce que les infos qu'on stocke dans notre mémoire organique, elles servent de matière première. Chaque fois qu'on réfléchit, le cortex préfrontal sollicite l'hippocampe, à la manière d'un bibliothécaire qui cherche une sélection de bouquins dans une immense bibliothèque. Il navigue dans les souvenirs stockés dans le cerveau et une fois qu'il les a trouvés, il renvoie des paquets d'informations au cortex préfrontal. Mais plus on sous-traite notre mémoire à Google, moins il y a d'infos stockées dans la bibliothèque et moins l'hippocampe peut fournir de matière première à notre cortex préfrontal pour penser. En bref, c'est quand même bien de savoir des trucs. Donc si on admet que l'IA est aussi utilisée comme cerveau auxiliaire par des étudiants, des lycéens et même des collégiens, on a déjà une intuition que leur cerveau est en train de subir une sorte de Google Effect, mais puissance 1000. Enfin ça reste une hypothèse. Après tout, c'est débattable. Est-ce qu'on est en capacité de le prouver? Eh ben, des gens se sont posé la question et ont réalisé une expérience. En juin 2025, le MIT publie une étude intitulée « Votre cerveau sur ChatGPT, l'accumulation de la dette cognitive quand on utilise l'IA pour écrire ses devoirs ». En apparence, l'expérience est simple. Les chercheurs ont recruté 54 cobayes, entre 18 et 39 ans. Ils les répartissent en 3 groupes de 18 personnes chacun et ils demandent à chaque groupe d'écrire un essai sur le sujet de son choix. Ce qui différencie les groupes, ce sont leurs contraintes. Le premier est obligé d'utiliser GPT-4o sans aucune autre alternative, pas même Google. Le deuxième a accès à Internet pour utiliser n'importe quelle ressource, mais surtout pas de LLM. Et le troisième, lui, n'a droit à rien, uniquement un logiciel de traitement de texte. C'est le groupe Brain Only. Chaque groupe fait 3 sessions d'écriture, espacées d'1 mois, et à chaque session, les chercheurs mesurent l'activité cérébrale des participants par électroencéphalographie. Dingue! Et, évidemment, les participants avec le cerveau le moins actif, c'était les utilisateurs de GPT-4. Ensuite vient le groupe avec Internet, tandis que le groupe Brain Only avait l'activité cérébrale la plus intense. Les auteurs de l'étude parlent de dette cognitive pour les participants qui ont été assistés par IA. Pour les devs qui m'écoutent, ça ressemble au concept de dette technique. Cette fâcheuse habitude qu'on a de résoudre un problème immédiat avec une méthode qui va déclencher une avalanche d'emmerdes plus tard. En tout cas, cette étude semble confirmer nos intuitions les plus sombres. Les gains apparents sur les performances de l'IA cachent potentiellement d'énormes lacunes. Et nous allons tous devenir débiles. À moins que... Et parce que là, à ce stade, il y a une piste qu'on n'a pas encore explorée. Parce que les lycéens, étudiants ou développeurs juniors ont un truc en commun, c'est qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de terminer leur apprentissage sans IA. Alors qu'est-ce qui se passerait si on confiait cet outil à une personne expérimentée? Et bah là encore, j'ai trouvé, ou plutôt Perplexity a trouvé, une enquête très étrange. 791 développeurs ont été interrogés sur leur manière d'utiliser l'IA. Ouais. D'un côté, des débutants qui ont moins de 2 ans d'expérience, et de l'autre, des seniors, avec plus de 10 ans de pratique dans les pattes. Et ce que cette enquête révèle est complètement contre-intuitif. Ce sont les seniors qui utilisent le plus le code généré par IA dans leur projet. Par contre, ils passent beaucoup plus de temps que les juniors à vérifier en détail le code généré par les assistants. Ils l'inspectent, ils le débuguent, et ainsi ils se le réapproprient. En fait, les juniors se reposent sur l'IA comme une béquille, alors que les seniors utilisent l'IA comme une équipe de juniors qui serait à leur service. Comme des Est-ce que assistants, vous voyez la nuance? Par exemple, avec Antoine. Un peu plus tôt, je vous ai raconté comment il donnait des directives à son assistant IA à la façon d'un chef d'orchestre qui dirige ses musiciens à la baguette. Ouais. Sauf que le développement, ça n'est pas comme la direction d'orchestre. C'est plutôt comme la cuisine. Oui. Dans un grand restaurant, le chef étoilé est toujours entouré d'une équipe de cuisiniers très hiérarchisée, qu'on appelle une brigade. Tout en bas de la hiérarchie, il y a le commis de cuisine, qui en fait ne cuisine pas. Il épluche les patates ou il nettoie le plan de travail. Au-dessus, il y a le chef de partie,
qui ressemble un peu plus à l'idée qu'on se fait de cuisiner. Il maîtrise la cuisson des aliments, dresse les plats et dirige ses commis d'une main de fer. Par contre, il est spécialisé, par exemple dans les sauces ou les viandes. Vient ensuite le sous-chef, ou seconde cuisine. Lui, c'est le bras droit du chef étoilé. Il corrige les assaisonnements, il coordonne les différents chefs de partie et il s'occupe de la gestion des stocks. Dans ce contexte très codifié, tout cuisinier qui espère devenir un grand chef étoilé doit commencer sa carrière en bas de l'échelle. D'abord commis, puis chef de partie, et ainsi de suite. Et les outils de développement IA, comme Cursor, Copilot et autres Claude Code, ils sont un peu comme des commis et des chefs de partie. Allez. Ils ont des vraies compétences, mais plus la tâche est complexe, plus il faut quelqu'un pour les encadrer. On peut dire que coder une page web, c'est comme éplucher les patates. Produire un site e-commerce de quelques pages avec un panier et un bouton d'achat, c'est comme préparer une viande à la bonne cuisson avec la petite sauce qui va bien. Et développer une appli qui doit gérer des millions d'utilisateurs en même temps, ça revient à diriger une brigade de 90 personnes pendant le coup de feu. Et ça, pour l'instant, l'IA en est très loin. Et tant mieux. Mais quand Antoine a dû développer l'outil web que je lui avais demandé, il s'est retrouvé à encadrer une brigade de cuisiniers IA sans être préalablement passé par tous les grades. Toutes les étapes. Là où un développeur senior, c'est qu'il est comme le chef étoilé. Il est passé par tous les postes de la brigade, et si vous lui mettez un flingue sur la tempe, il peut émincer les oignons à toute vitesse. C'est-à-dire pisser du code. Et s'il y a lui livre un code catastrophique, il va le voir, il va le corriger. C'est cette polyvalence et cette vision à grande échelle qui manque aux juniors, mais qui permet aux seniors de se lâcher sur le code généré par IA. Ça me rassure. C'est une dinguerie, mais ce qu'il vient de dire, ça me rassure. Et ça me rassure parce que, coucou Miles, parce que ça voudrait dire qu'en vrai, bon, même si on le sait, mais il sait poser des mots dessus, l'IA n'est pas totalement, en fait, à jeter. Voilà. C'est juste que pour l'utiliser, il faut vraiment avoir aussi les compétences. Enfin, faut vraiment l'utiliser comme un assistant. Il faut pas l'utiliser comme un directeur, genre la personne qui va être décisionnaire, etc. Et sans vérification et tout, faut que toi, tu aies d'abord les compétences. Mais la problématique, c'est que comment évaluer que les personnes qui utilisent, elles ont les compétences pour utiliser ce qu'elles sont en train de dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a un ami qui dit, mon prof, au moindre coup d'œil, il sait voir si on utilisait l'IA. C'est ça aussi. C'est un outil, c'est pas un deuxième cerveau. Exactement, il faut vraiment l'utiliser comme outil et pas comme deuxième cerveau. C'est pour ça on est la meilleure génération, on a connu la transition. En fait, le truc, c'est qu'on peut être la meilleure ou la pire génération. Ça dépend vraiment comment est-ce qu'on utilise tous les outils qui sont à notre disposition. Parce que le problème, c'est qu'on peut se retrouver facilement la pire génération aussi si on utilise mal ces outils. Rose qui dit, pour moi, ils auraient jamais dû donner au public un outil aussi puissant et néfaste pour notre cerveau. Il aurait fallu le laisser aux entreprises. Je suis d'accord. Moi aussi, je pense que c'est vraiment un outil qui aurait dû être seulement interne aux entreprises. Je suis d'accord de fou. Les devs seniors, finalement, ils ont respecté le cycle d'apprentissage, théorie, pratique, métacognition. Et c'est parce que leurs connaissances sont profondément ancrées que l'IA démultiplie leurs compétences au lieu de les atrophier. Mais du coup, comment on fait pour que les juniors maîtrisent les fondamentaux du code, que les collégiens apprennent leur table des éléments et que les lycéens arrêtent de sous-traiter leur disserte de philo à ChatGPT? Eh on combat le feu par le feu. Puisque l'IA est omniprésente, autant faire d'elle votre tuteur particulier. Attention, il ne s'agit surtout pas de lui demander des réponses toutes prêtes. Ça reviendrait à utiliser l'IA pour du délestage cognitif. Et c'est précisément ce qu'on cherche à éviter. Alors pour que votre LLM préféré passe en mode tuteur, il faut lui expliquer tout ça. Lui dire que votre but, c'est d'apprendre une compétence. Et qu'il doit vous concocter une série d'exercices sans vous donner de suite les réponses. On n'a qu'à faire le test, justement. Je sais pas vous, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait une division de tête. Pas un truc évident, genre 50 divisé par 2, mais 874 divisé par 26. Et si on donne ce prompt à ChatGPT, je veux faire un exercice simple et utiliser l'IA comme un mentor, blablabla, donne-moi un exercice. C'est très intéressant car GPT s'exécute et me demande de calculer 874 par 26, mais ne peut pas s'empêcher de donner des indices. On dirait que tel quel, ces IA sont très orientées vers le délestage cognitif. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'elles sont optimisées pour minimiser l'effort humain.
Mais en le forçant un peu avec des instructions, ça finit par marcher. Rien de plus, à toi de jouer. Ça peut vous paraître un peu gadget d'utiliser ChatGPT pour faire des exercices de maths niveau CM1, sauf que vous pouvez utiliser cette méthode pour des tâches beaucoup plus ambitieuses. Quand on y pense, c'est une opportunité inédite dans l'histoire de l'humanité. Pendant des siècles, avoir un professeur particulier était un luxe. Payant. Et aujourd'hui, avec les bons prompts, vous pouvez transformer votre LLM préféré en précepteur, comme si vous étiez un aristocrate italien à la Renaissance. Alors oui, vous n'allez pas pouvoir apprendre l'escalade ou le kitesurf avec ChatGPT, mais pour toutes les compétences qui reposent sur du texte, des calculs ou du code, c'est révolutionnaire. Le sujet qui fâche, c'est la question de la fiabilité des IA. On a vu que leur principal problème, c'était leurs hallucinations. Pour des raisons structurelles, c'est assez peu probable qu'elles disparaissent totalement. Mais rien que chez OpenAI, le taux d'hallucination a été divisé par 8. Pour une recherche sur un sujet médical, on est passé de 40% d'hallucinations chez GPT 3.5 à 5% sur GPT 5. Et puis la présence d'hallucinations, c'est peut-être pas si grave. À partir du moment où les gens le savent, ça les oblige à utiliser leur esprit critique. Malgré ce potentiel révolutionnaire, il y a encore beaucoup de profs qui sont opposés à la généralisation des tuteurs IA. Alors, est-ce que cette méfiance est vraiment rationnelle ? Du côté de la recherche, on commence à avoir des données fascinantes sur l'effet de ces tuteurs. Des chercheurs d'Harvard ont notamment utilisé GPT-4 pour concevoir un assistant spécialisé dans l'enseignement de la physique, PS2 PAL. Et ces directives incluent le fait de favoriser l'engagement actif des élèves, de s'adapter à leur charge cognitive et de promouvoir un growth mindset, c'est-à-dire la mentalité de croissance. Alors, la mentalité de croissance, c'est le fait de ne pas avoir une conception figée de soi-même et de ses compétences. Souvent, un élève qui ne se sent pas à l'aise avec une matière développe la croyance qu'il n'est pas doué dans cette matière et qu'il ne peut rien y faire. C'est ce qu'on appelle le fixed mindset, une vision figée de soi-même, délétère pour l'apprentissage. La mentalité de croissance, au contraire, c'est la certitude qu'on peut progresser malgré les difficultés initiales qu'on rencontre. Favoriser l'engagement des élèves, s'adapter à leur charge mentale ou favoriser la mentalité de croissance, c'est que des trucs qu'un prof humain peut faire. Mais là où l'humain atteint sa limite, c'est sur la personnalisation. Un enseignant doit jongler avec tout un groupe et imposer un rythme unique à sa classe. Alors que PS2 PAL peut adapter son rythme à chaque élève. Alors que montrent les résultats de l'étude ? Eh bien, ils sont spectaculaires. Les élèves qui ont bénéficié de PS2 PAL ont fait plus de progrès, plus rapidement, et ils étaient plus concentrés pendant les cours. Wow. En fait, les seules dimensions où l'IA est ex-aequo avec l'enseignement humain, c'est sur la confiance en soi des élèves et sur le plaisir ressenti pendant les leçons. On a donc un tuteur IA qui fait aussi bien que les profs, voire mieux, tout en ayant l'avantage de pouvoir gérer un nombre d'élèves illimité. Ça ressemble au saint graal de l'enseignement. Pourtant, ça n'est pas ce que disent les créateurs de PS2 PAL. En fait, si cette étude a d'aussi bons résultats, c'est grâce à son protocole. Le modèle est entraîné exprès pour enseigner la mécanique des fluides, avec des prompts complexes rédigés par des profs de physique. Donc même quand les étudiants sont en tête-à-tête avec le tuteur IA, il y a un cadre qui est posé en amont avec une véritable progression pédagogique. Mais dans les autres études, quand on laisse les élèves apprendre la physique avec un GPT classique, sans préparation ni encadrement, ils mettent systématiquement leur cortex préfrontal sur pause. Ils copie-collent les énoncés, ne vérifient pas les réponses, et au final apprennent moins bien qu'avec les enseignants humains. C'est ça en fait la plus grosse limite des tuteurs IA. Les utiliser de façon efficace demande de la volonté. Ce qui n'est pas le cas du prof qui impose son autorité aux élèves, tel un proxy de l'autodiscipline. Alors que l'IA, vous pouvez très facilement la manipuler. Si celle de votre école est bridée, vous n'êtes qu'à un nouvel onglet d'en avoir une autre. Et surtout, la vraie raison n'est pas technique, mais sociale. Contrairement à votre mentor ou votre prof, vous ne vous sentirez jamais redevable devant elle. Ça crée un paradoxe catastrophique. Parce que, sur le papier, les LLM sont des outils parfaitement égalitaires. Que vous soyez le petit-fils de Bernard Arnault ou la fille d'un immigré ukrainien qui vient d'arriver en France, si vous avez un smartphone, vous avez accès à une IA. Sauf que vous aurez constamment deux chemins. Celui de la béquille, qui tend vers la lobotomie du cerveau, et celui du tuteur, qui, chaque jour, vous rendra un peu meilleur.
Le futur risque donc d'être extrêmement inégalitaire. D'un côté, ceux qui connaissent l'impact de l'IA sur le cerveau et prennent la décision de sacrifier l'efficacité pour privilégier leur propre apprentissage. Et de l'autre, ceux qui cèdent aux sirènes de la gratification immédiate, mais accumulent les lacunes jusqu'à devenir complètement lobotomisés. Et ça vaut aussi pour les entreprises d'ailleurs, celles qui vont privilégier le rendement immédiat au détriment du cerveau de leurs employés, et celles qui auront une vision long terme. C'est tentant de penser qu'on fera partie des élus, mais le problème, c'est qu'on est très peu à avoir de la volonté. Il suffit de comparer le nombre de gens qui prennent l'ascenseur avec ceux qui se forcent à prendre les escaliers. Je te jure. L'escalier est plutôt minoritaire. Je te jure. Et c'est normal, parce que la paresse, ça n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Des centaines de milliers d'années d'évolution ont optimisé notre cerveau pour qu'il soit économe. C'est pour ça qu'il prend des raccourcis dès que possible. Parce que réfléchir, ça consomme de l'oxygène et du glucose. Le truc, c'est qu'avec l'IA, cette paresse peut prendre une courbe vertigineuse. On parle plus de stocker de l'info dans des pages Wikipédia, de troquer notre sens de l'orientation pour un GPS ou déléguer des calculs à des fichiers Excel. Là, on peut sous-traiter le moindre processus mental un peu exigeant. Parce que c'est notre nature profonde de chercher la facilité. Alors, si on doit lutter contre notre tendance ancestrale à la paresse, il faut peut-être chercher la solution dans des vieilles recettes de grand-mère. Des livres. À l'école, on dispose déjà d'un système pour forcer les apprenants à faire des efforts. Et ça s'appelle les devoirs sur table. Attention, les devoirs à l'ancienne, avec juste papier et stylo. Et un exemple de son utilité, c'est ce qui s'est passé pour le concours de médecine belge de 2025. En Belgique flamande, il s'est déroulé pour la première fois sur ordinateur. Résultat, le taux de réussite au concours est étrangement passé de 19% en 2024 à 47%. Wow. Potentiellement des milliers d'apprentis médecins qui ont fraudé. Mais en Wallonie, ils n'ont pas eu ce problème, parce que le concours se déroule à l'ancienne, sans support numérique. Alors, au risque de passer pour un boomer, je suis persuadé que les examens avec papier et crayon, c'est en fait une solution d'avenir. C'est de la pure manipulation psychologique. Après une journée de cours, vous avez zéro motivation pour faire vos exos, mais si je vous apprends que vous avez un devoir surveillé sans assistance dans 3 jours, ce futur potentiellement désagréable où vous avez un 0 pointé vous donne instantanément la motivation nécessaire. En tout cas, sur moi, c'est ce qui marcherait. J'ai testé d'ailleurs une version radicale de cette solution avec Antoine. Pendant 3 mois, je lui ai interdit d'utiliser le moindre LLM. Une véritable cure de désintoxication qui a fait chuter sa productivité de façon extrêmement frustrante. Au départ, tu souffles un peu du nez parce que perdre entre guillemets 2-3 semaines, c'est pas très satisfaisant. Surtout que les résultats, pour moi, c'est super important. Je suis orienté résultat. Si on reprend nos 3 piliers de l'apprentissage, Antoine a été obligé de lire de la documentation avant de commencer à coder, autrement dit de se bouffer toute la théorie que l'IA lui avait jusque-là permis d'éviter. Ensuite, il a dû coder lui-même, c'est-à-dire se confronter à la pratique, au lieu de la sous-traiter à l'IA. Un véritable exercice de remémoration qui lui a permis d'ancrer donc ses connaissances. Et cerise sur le gâteau, chaque fois qu'il était bloqué, il a dû retourner dans la doc et chercher les bugs ligne par ligne, ce qui est un vrai exercice de métacognition où chaque hypothèse faisait se trémousser ses neurones dopaminergiques. Après ces 3 mois, on a réintroduit l'IA petit à petit. Et non seulement Antoine était monté en compétences, mais en plus, il avait retrouvé du plaisir à coder. Quand tu commences à embarquer de l'IA un peu dans ton code, à lui faire écrire une partie du projet, bah quand tu reviens chez toi le soir, t'as plus ce truc de j'ai codé telle partie du site, j'ai codé telle fonctionnalité, j'ai créé ça. Parce que tu sais plus à quel point toi t'as créé et l'IA a créé. Ouais, la fierté de... C'est pas quelle partie t'appartient encore. À la limite, t'as presque juste managé une IA en la recadrant de temps en temps. Et finalement, qu'est-ce qui t'appartient encore dans le projet ? T'es devenu dépendant de l'outil. Il y a ce truc de, quand c'est toi qui l'as fait, bah t'as un énorme plaisir à finalement assembler les pièces du puzzle, que ton système il tourne parfaitement comme tu l'as pensé, et t'es super fier de l'avoir créé toi, et t'as qu'une envie, c'est continuer à bosser dessus. Coucou Guitoun, il y a un follow qui est tombé aussi. Alors oui, cette histoire de cure de désintoxication... Merci pour le follow Marin, c'est gentil.
Tox avec Antoine, ça peut sembler extrême, mais en fait ça illustre quelque chose de plus profond. Pendant des millénaires, l'humanité a progressé en se confrontant à la difficulté. C'est l'effort qui sculpte le cerveau, pas le résultat. Et là, pour la première fois de notre histoire, on a un outil capable d'éliminer presque toute friction cognitive. On aurait pu vous parler des autres menaces. L'empreinte carbone des data centers, le pillage de la propriété intellectuelle, la souveraineté numérique ou les métiers qui disparaissent. Tout ça est réel. Mais on a choisi de se concentrer sur le cerveau. Parce que le cerveau, c'est la racine. Une société qui ne sait plus former ses enfants à penser, elle peut avoir toutes les lois, tous les brevets et toutes les éoliennes du monde, elle s'effondre quand même. L'éducation, c'est pas un secteur parmi d'autres. C'est le socle. C'est là qu'on fabrique ceux qui vont hériter de tout le reste. Donc non, l'IA ne va pas nous rendre stupides. On va se rendre stupide tout seul, si on choisit systématiquement le chemin le plus court. La bonne nouvelle, c'est que c'est un choix. Et comme tous les choix, il se fait chaque jour, à chaque prompt. Utiliser l'IA comme une béquille ou comme un sparring partner. Déléguer sa pensée ou l'aiguiser. Au fond, la question n'a jamais été de savoir si ChatGPT était intelligent. C'est de savoir si nous, on veut encore le rester. La vie de ma mère. What? Bars. Quoi? Au fond, la question n'a jamais été de savoir si ChatGPT est intelligent, mais de savoir si nous, on veut le rester. Quoi? Mais ce mec, faut le mettre quelque part, ministre de quelque chose, hein? Mais la vidéo, oh la vidéo, elle est folle. Je suis choquée. Regardez le commentaire qui a le plus de likes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un boomer, 74 ans, et j'ai une anecdote dont l'analogie avec les thèses évoquées dans cette vidéo est criante. Au début des années 70, j'étais en 3e année d'école d'ingénieur. Le prof de RDM, donc résistance des matériaux, avait décidé que les devoirs sur table, appelés devoirs surveillés DS, seraient sans limite de temps et avec toute la documentation que l'on voulait. Justification, dans la vie active, vous aurez accès à toute la documentation et si nécessaire, vous aurez toutes vos nuits pour travailler vos projets. Nous étions donc persuadés qu'ayant toute la documentation, nous n'avions plus rien à apprendre, tout au plus à savoir nous servir d'une règle à calcul. Et oui, même les calculettes 4 opérations n'existaient pas encore. Oh waouh! Bref, le DS commençait à 14h, sans limite de temps, mais toute sortie de la salle était définitive. En simplifiant, au premier trimestre, l'expérience montra que nous devenions tous avec des tonnes de documents pour être parés à toute éventualité, que personne ne restait au-delà de 19h55, 5 minutes avant l'heure de fermeture du resto de l'école, coïncidence, que les résultats étaient globalement catastrophiques. Waouh! Au deuxième trimestre, la plupart des élèves venaient avec une documentation réduite en ayant potassé les cours avant. Une majorité sortait au bout de 5 heures. Les résultats par rapport au premier trimestre s'étaient largement améliorés, mais ils restaient médiocres. Au troisième trimestre, la documentation apportée était souvent réduite à des fiches de synthèse faites préalablement à partir des cours. Au bout de 4h30, pratiquement tout le monde avait rendu sa copie. La moyenne de la promotion était passée au-dessus de 10, on notait sur 20 à l'époque. La documentation illimitée était le ChatGPT de l'époque. Pour la petite histoire, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en génie civil et j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique en commençant comme développeur et aujourd'hui encore à la retraite, je développe pour mon plaisir. Fou, les frissons. Oh là 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 là. Et vous voyez, au tout début, dans le chat, il y a quelqu'un, je crois que c'est Brir, qui a dit un truc du style, oui, bah voilà, c'est lui qui a dit qu'il avait vu un tweet qui était assez long et les gens arrêtaient pas de dire que la personne, elle avait écrit avec ChatGPT. Eh ben ça, c'est déjà arrivé dans le Discord avec Roro, avec Rovuko. Vous voyez Rovuko, quand vous lui posez une question, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps d'écrire, de rédiger et vous décliner ses pensées et vous faire des pavés.
Vous voyez? Et du coup, tu peux avoir l'impression que Roro utilise une IA, mais en fait, non, c'est juste quelqu'un qui a un gros cerveau, en fait. Un Capricorne. En fait, c'est devenu tellement peu commun, les gens qui réfléchissent et qui prennent le temps, surtout qui prennent le temps, comme il a dit. Le fléau, c'est vraiment l'envie de faire vite. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu du mal, et c'est là aussi que je me rends compte que c'est inquiétant un peu ce qu'on est en train de vivre. J'ai un peu du mal, genre, à me dire que des fois, par exemple, quand je veux faire une vidéo sur TikTok, que je suis obligée de mettre un son de fond pour faire en sorte que l'attention ne soit pas perdue parce que la vidéo est longue, ou je suis obligée d'écrire quelque part, rester appuyée pour activer le x2 et tout, et de me dire qu'il y a certaines personnes qui regardent certaines vidéos en x2. No shade, je le dis. Je sais que dans la communauté, il y a des personnes qui le font. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie pour moi de faire ça. Genre de regarder tout en accéléré parce que pour toi, ça va pas assez vite. Ça, je pense que c'est un fléau aussi. Parce qu'on prend plus le temps de faire quoi que ce soit. Et je pense ça aussi que c'est une question d'habitude. C'est à force de voir du contenu super court et de passer en swipant à autre chose super rapidement que on perd aussi cette concentration, ces choses. Moi, en tout cas, moi, la vidéo, je sais pas ça a eu quel effet sur vous, mais moi, c'est mort. Ah, moi, il y a plein de trucs, il y a des trucs que je vais changer. C'est des petits trucs, mais il y a plein de trucs que je vais changer parce que c'est hors de question. Je suis vraiment trop intelligente pour devenir bête. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Désolé, désolé, désolé. Ah là 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 là. Guitoun qui dit, moi j'ai 40 ans, j'ai vu l'arrivée d'Internet et de Wikipédia, et je peux vous dire que c'était la même diabolisation. En fait, beaucoup de monde utilise Internet, mais ne savent pas vraiment l'utiliser. C'est souvent par flemme et non par curiosité. Mais pour le faire par curiosité, il faut avoir du temps libre, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Après, ce qui est intéressant dans la vidéo de Micode, je crois que t'es vraiment arrivé en fin de session, donc t'as pas pu vraiment voir, Guitoun, le propos du début à la fin. Mais en fait, pour le coup, la vidéo, elle a vraiment pas pour but de diaboliser l'IA en question. C'est vraiment plus pour éveiller les consciences et enfin, faire réaliser ce qui est en train de se passer et permettre aux gens de faire les bons choix, quoi. Après, c'est vrai que le temps libre, bon, c'est pas donné à tout le monde, ouais. La vidéo sur la corruption aussi, elle est dingue, je l'ai pas vue. Peut-être qu'on la regardera une prochaine fois. C'est vrai que les développeurs développent H24. Rose qui a demandé à Guitoun, tu trouves pas qu'il y a un pas entre Wikipédia et une IA qui grandit à chaque nouvelle version en pouvoir et connaissance, un danger différent et plus réel? Gabou qui me demande comment est-ce que j'ai trouvé. J'ai déjà répondu, du coup. Peut-être Oro et Nia, peut-être. En plus, il ressemble à un super-héros, c'est un peu bizarre. Yami qui dit, on prend plus le temps d'écrire et si une personne le fait, elle devient suspecte. C'est fou. Nous sommes contaminés par la pavé mania. Oro, c'est peut-être un skinhead. Ah, des fois, je prends mon temps, c'est important. Ouais, je pense qu'il faut essayer de ralentir. Adolaï qui dit, en gros, avoir une pensée structurée et avoir la capacité de les exprimer avec une bonne structure, IA relou. Chien qui dit, je mets tout en x2, même les films parfois. Pour moi, c'est une dinguerie, hein. Regarder un film en x2, c'est la folie. Je pense que c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, c'est que ce que moi je pense, hein. Je suis pas une pro, mais bon. Faut vraiment apprendre à correctement utiliser l'IA, ouais. Donc c'est fini l'IA chaque... Non, je dis pas que c'est fini. Je dis que je vais utiliser différemment, même si je trouve que j'utilise pas tant que ça, je vais utiliser différemment. Mais c'est surtout dans ce que j'ai l'habitude de faire. Genre, par exemple, c'est vrai que je m'exerce plus. C'est quelque chose, en fait, tu t'exerces parce qu'on t'apprend à t'exercer à l'école, mais quand tu rentres dans la vie active, tu t'exerces plus. Et je pense que l'exercice, c'est important. Vous voyez l'exemple de division de tête, etc. C'est vrai que ça, c'est fini, quoi. Je le fais pas du tout. Après, vous allez dire que c'est pas nécessaire, mais je pense que l'exercice, c'est vraiment nécessaire. Je pense que l'exercice, c'est nécessaire pour garder éveillé son esprit. Je suis encore L2 écho. La vidéo m'a encouragée à utiliser sans modération. Ok. T'as kiffé la vidéo, j'ai trop aimé. Rose qui dit, moi j'aimerais savoir aussi comment stimuler les zones du cerveau qui deviennent moins actives à cause de l'IA. Ouais, en vrai. Ouais, ce serait bien qu'il fasse aussi un sujet pour ça. Après, peut-être qu'il y a déjà des vidéos de ce type hein, sur Internet. Hein. Ah, j'ai dû m'absenter MDR, j'ai pas entendu, désolé dingue. Guitoun qui a répondu à Rose, par exemple, je vais comparer à une expérience gaming en profondeur. Je joue à Path of Exile. C'est un jeu où la connaissance est très importante pour ma part. J'ai utilisé des builds construits pour apprendre chaque partie, pas pour copier stupidement, mais il faut faire le chemin pour ça. J'aurais pu copier bêtement, mais c'est pas mon but premier.
Foufou qui dit: «Moi, ça a changé ma mentalité sur l'IA un peu dans le sens où avant, j'étais vraiment contre son utilisation. Je dis pas que maintenant je serais entièrement pour, notamment dû à l'impact environnemental, mais maintenant, comme il l'a dit, je vois l'avantage qu'elle peut apporter, notamment si elle est bien utilisée.» Chacun qui dit: «J'ai pas le temps de rester 1 heure devant un film, j'ai d'autres foutaises à faire.» Abdoulaye qui dit: «Je connais que Marvel Fitness qui regarde les films en x2.» Kabugaro qui dit: «Non, non, vraiment, regarder en x2, c'est vraiment un signe que quelque chose ne va plus dans notre société.» Moi, je pense aussi, hein, parce qu'en vrai, parce qu'en vrai, vous voyez, quand vous dites que vous n'avez pas le temps, je vous crois pas totalement, en fait. Je suis pas en train de minimiser et dire que c'est impossible que vous n'ayez pas le temps, mais je pense que c'est vraiment une côté de enfin, je veux dire, il y a de la priorisation. Genre, tu priorises en mode. Peut-être que le film, dans ces cas-là, tu peux pas le regarder aujourd'hui, mais tu auras un moment dans la semaine, à un moment donné, où tu pourras le regarder normalement. Genre, pourquoi est-ce que tu vas essayer de squeeze ton film qui dure de genre 2 heures à un film à un moment où tu as juste un slot, tu as juste un timing de 30 minutes et tu vas le regarder en x4, frère. Genre, attends d'avoir le temps. Et ça, c'est ça. Si toi, pour toi, t'as pas le temps parce que tu peux pas le regarder aujourd'hui et t'aimerais le regarder aujourd'hui et tu veux pas attendre jusqu'au week-end pour le regarder, c'est parce que t'es pressé. C'est ça qu'on dit. C'est le problème de vouloir tout faire vite tout de suite. Attends d'avoir le temps, Mago. Si t'as pas le temps là, attends d'avoir le temps pour regarder ton film. C'est la priorisation. Genre, et je pense qu'en regardant quelque chose en x2, que tu saisis pas comme une personne qui le regarde normalement. Je pense qu'il y a des propos, il y a des choses qui se passent, des images, des trucs, des détails que tu peux... C'est impossible que tu les saisisses comme une personne qui regarde la chose normalement. Et c'est très bizarre. Moi, franchement, ça c'est vraiment un truc, moi, ça m'a pas touché. Mais ça, pour moi, je me dis non. Il y a un problème. Foufou qui dit si elle est utilisée, plus en tant que tuteur, elle peut réduire les gaps entre les différentes classes et rendre l'éducation moins élitiste. Coucou Ranko Madao. Pourquoi regarder le film dans un premier temps? C'est ça en fait. Kizun qui dit oui, je suis arrivée vers la fin. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore vu la vidéo, mais j'aime beaucoup son travail, je vais la regarder lourd. Désolée, je rattrape, hein. Je suis un peu en retard sur le chat, mais j'aime bien tous vous lire. Pour le regarder, c'est quel genre de question avec... On l'a pas compris. Kabgaru qui dit la vidéo m'a énormément plu, mais pas surpris honnêtement. Ça se voit tellement que l'IA va prendre une grosse place dans notre avenir. Il faut absolument savoir mettre en encadrement dès l'enfance. Mais en fait, moi je trouve que l'IA prend déjà une très 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 grosse place. Après, c'est vrai que ça va aller qu'en grandissant. Donc, comme je le disais pendant la vidéo, je pense vraiment, vraiment que ce type de vidéo, c'est d'utilité publique et limite, elle doit être montrée au large public. Ça doit être montré au lycée, ça doit être obligatoire de voir cette vidéo. C'est ouf, mais peut-être dit comme ça, mais c'est... Moi, je trouve que c'est une vidéo qui peut changer ton mindset. Après, peut-être que, bon, la diviser... Vous voyez, peut-être la diviser, mais je pense qu'il faut la regarder. Prenez le temps de faire tout ce que vous pouvez. Voilà, je vais essayer moi, de mon côté, en tout cas, c'est ma résolution. Je vais vraiment essayer de ralentir et de prendre le temps de faire ce que je peux faire. Si tu décides de regarder un film, c'est que tu as le temps. Voilà, c'est ça. Moi, je comprends la notion de on n'a pas de temps. Parce que même moi, je suis la première à dire que j'aimerais tellement que dans une journée, il y ait plus que 24 heures pour faire beaucoup plus de choses. J'ai l'impression de ne pas avoir le temps. Mais par exemple, c'est pas parce que je me dis que j'ai pas le temps de faire ça que je vais m'asseoir et mettre un film en x2. Ça n'existe pas dans ma tête. Genre, à moins que, je sais pas, je suis dans un cadre enfin, dans un contexte où demain c'est l'école, je suis obligée d'avoir vu ce film et je l'ai pas vu. Donc là, je le regardais en x2. Mais si c'est moi-même, je regardais le film, je vais pas m'imposer ça. En mode, je sais même pas si vous ressentez du plaisir. Après, peut-être si vous êtes habitué à faire ça, c'est votre nouvelle norme. Gabougarou qui dit ce n'est pas que les gens n'ont pas le temps, c'est qu'ils ne prennent plus le temps et ils ne se rendent même pas compte. Je pense ouais que c'est ça. Et aussi, on est très pressé. Je disais. J'utilise Waze pour tout et dans tout, or que des fois, je connais certains trajets, je sais comment y aller, mais je me dis, en utilisant Waze, je suis sûre d'optimiser mon temps. Et ça, je le fais même avec des trajets de 10 minutes. Et ça, c'est la folie folle. Ça, c'est la folie folle, hein. Enfin, c'est la folie folle. Moi, je pense que c'est vraiment la folie folle. Fun fact, je fais jamais rien. À boire, merci, ami. Tu parles beaucoup, faut boire, pardon.
En plus, c'est difficile de... Attends, j'en mets partout. C'est difficile de parler beaucoup quand t'as le nez bouché. C'est désagréable. Ranko Matao qui dit, c'est comme les gens qui soufflent sur les longues vidéos sur les réseaux ou les longues musiques, qu'ils n'avaient pas écouté le générique de Wera Son MDR chaque conférence. Gabriel qui dit, vraiment, regardez les vidéos de Micode pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment trop l'excellence. L'ami qui dit, premier jour de fac, on a eu une formation IA, c'est exactement pareil que la vidéo, c'est bien. Hein. Moi aussi, j'ai eu une formation IA, mais on m'a pas dit ça. Hein. J'ai une formation IA, mais on m'a pas dit ça. Malheureusement, mais bon. Et dire que de base, il y a 10 ans, il faisait que des vidéos sur le développement, c'est lourd. Les vidéos, ils reviennent sur des technologies, etc. C'est vraiment intéressant, j'apprends plein de trucs, m'étant éloignée de la vieille technologie. Non, mais c'est super intéressant. Ouais, ça te met aussi terre à terre avec ce qui se passe, parce que moi, enfin, je me considère pas totalement décalée, je me considère plus ou moins branchée à ce qui se passe, et j'ai été complètement étonnée qu'ils disent que, bah, genre, ces systèmes, ils existent depuis quoi, 2021? Genre, moi, je suis au courant depuis 2024. Hein. En tout cas, moi, j'utilise depuis 2024. Peut-être que j'en ai entendu parler vaguement en 2023, mais 2021, dingue. C'est un sujet trop intéressant, et comme ça, je rentre dans le cadre... Et comme ça rentre dans le cadre de mes études, j'ai trop de choses à dire. Parle, mon ami. Ok, Gabgarou, j'arrive au bout du chat. Gabgarou qui dit, je pense pas que ça soit forcément la solution d'interdire aux enfants, vu que ça prend trop de place maintenant, mais il faut vraiment apprendre justement dès l'enfance les risques et comment utiliser de façon éducative. Oui, moi je pense que de la même façon que les pays ont jugé obligatoire et important d'instaurer des cours d'éducation sexuelle, je pense qu'il faudrait instaurer des cours d'éducation à l'IA. Voilà. En vrai, de vrai. On va pas se mentir.